Madame Lorena Boalonso, vous êtes la directrice de la Digital Society Trust and Cyber Security, qui est l'une des entités de la Direction Générale Connect. Alors je lis mes notes, parce que j'ai pas toute tête. L'une des entités, pardon, de la Direction Générale Connect, qui est elle-même une des directions de la Commission européenne. Donc vous nous venez directement de l'Union européenne pour parler de cybersécurité aujourd'hui et plus largement d'identité numérique, on va le voir. Et Olivier Vallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de DocaPost. Alors, la première question que j'avais envie de vous poser à tous les deux est la suivante. Selon vous, de quelle nature sont aujourd'hui les leviers qu'on pourrait actionner pour accroître la confiance dans le numérique? Est-ce qu'ils sont d'ordre technologique? On l'a vu, la DSP2, etc., un certain nombre d'autres initiatives, bien sûr. Est-ce qu'ils sont d'ordre réglementaire? Ou est-ce qu'ils sont, encore une fois, comme on l'a vu aussi, du registre de l'information et de la communication? Alors, Madame Boalonso, peut-être? Voilà. Merci beaucoup. Ça va? Ça marche? Oui, oui, okay. C'est bon, on vous entend. Donc, je vais parler en français, donc je m'excuse déjà si je fais des fautes, je ferai l'effort. Je pense que pour aboutir à avoir de la confiance, il faut en effet agir sur plusieurs aspects. Quelque chose qui est clair, c'est que normalement on a peur de ce que l'on ne connaît pas. Mm-hmm. Et donc ça arrive dans tous les domaines de la vie, c'est la même chose dans le cas du numérique. Donc les compétences numériques, c'est quelque chose de très important, donc il faut agir sur ça. Vous avez mentionné l'aspect technologique et je suis très contente que vous l'avez mentionné parce qu'on l'oublie souvent. On parle toujours de réglementation, mais la technologie peut beaucoup aider à créer de la confiance. Alors, vous avez mentionné, je m'occupe de l'identité numérique, c'est dans mon portefeuille, mais aussi de la cybersécurité. Alors, est-ce que vous pouvez parler dans le micro, pardon? Oui, merci. Aussi de la cybersécurité. Et en effet, dans ces domaines, par exemple, on agit sur financer et coordonner l'investissement dans des technologies qui peuvent aider à la confiance. Alors, je ne vais pas donner beaucoup d'exemples, mais par exemple, sur le décryptage, on investit beaucoup, surtout maintenant qui arrive la technologie quantique, donc on fait beaucoup. Le commissaire Breton a annoncé récemment, y compris avec des satellites, un réseau de sécurité très fort, mais aussi ce qu'on appelle en anglais les SOCs, et que j'ai noté, c'est pour ça que j'ai mon papier, parce qu'en français ça s'appelle les centres opérationnels de cybersécurité. On essaie, il y a une initiative pour les renforcer avec des technologies d'intelligence artificielle pour pouvoir détecter des attaques assez rapidement et pour créer un réseau au niveau européen. Mais après, c'est très important l'aspect réglementaire. Et là aussi, évidemment, des règles sur la privacité. On a le GDPR, que j'oublie toujours les sigles en français, les règlements sur la protection des données. Ouais. On a sur les domaines de la cybersécurité énormément de réglementations et évidemment, je m'arrête là parce que je suis sûre qu'on va approfondir sur ces sujets et ça a été identifié par ceux qui ont parlé avant. Le nouveau projet sur l'identité européenne numérique, c'est quelque chose qui peut évidemment aider, comme on l'a vu dans le baromètre. Oui. Il y a une demande dans le baromètre. Exactement. Vous l'avez vu, oui. Et le baromètre français, je l'écoutais, les chiffres sont très similaires du baromètre européen, où avoir une identité sûre est quelque chose qui est placé par les citoyens comme très important. Donc, ces projets législatifs peuvent aider aussi, et on en parlera plus tard. On va y revenir. Merci. Olivier Vallet, donc même question. Selon vous, les leviers actionnés? Je crois qu'il y a plusieurs leviers pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit. Il y a un enjeu sur la maîtrise de la technologie, je pense que c'est important. Il y a surtout un enjeu sur la maîtrise des données, des data, de vraiment savoir aujourd'hui où sont vos données, où sont vos data, et de redonner la main aux citoyens pour que ce soit eux qui maîtrisent leurs données. Et puis enfin, je pense qu'il y a un enjeu aussi d'information, de communication, un effort pédagogique qu'il faut qu'on fasse. On l'a vu à travers ce qui a été présenté tout à l'heure. Il faut qu'on explique aux Français
pourquoi c'est important aujourd'hui d'avoir des services de confiance numérique, notamment autour de la santé, autour de l'identité numérique, autour de l'éducation. Il y a un certain nombre de thématiques sur lesquelles ça fait vraiment sens. Et puis un enjeu sur l'inclusion numérique qui nous tient, nous, à cœur au sein du groupe La Poste, puisqu'à un moment donné, il faut aussi qu'on explique que le numérique, il doit être plus utile, plus simple, plus sécurisé et plus proche des gens. Et que le numérique peut rapprocher les gens les uns avec les autres et qu'il ne faut pas qu'on oppose aussi les services physiques aux services numériques. On a besoin de ces deux mondes pour pouvoir fonctionner. Et c'est là où je pense que le groupe La Poste peut jouer un rôle aussi d'information pédagogique, de communication pour expliquer aux citoyens les bénéfices que le numérique peut apporter au quotidien. Et communication, on a parlé pas mal de communication justement au niveau des entreprises, sur leurs pratiques dans le monde du net justement. Est-ce que là aussi il y a des choses une transparence peut-être à instaurer? Oui, je pense qu'il y a une transparence. Nous par exemple, on a défini une charte éthique autour de la data, donc c'est quelque chose qu'on communique, c'est un engagement qu'on prend vis-à-vis de nos clients et des citoyens, en leur disant que la donnée est leur propriété et qu'on ne fera rien sans leur consentement. Et je pense qu'on a besoin en effet de transparence, de manière à ce que les citoyens puissent reprendre un peu leur vie numérique et reprennent un peu leur contrôle et l'indépendance du numérique. Voilà, donc la transparence liée au cadre réglementaire, plus toutes les certifications qui sont aujourd'hui qui sortent, à mon avis, vont dans le bon sens et vont permettre de plus en plus aux citoyens d'avoir des services numériques de confiance. Et on voit que dans la période dans laquelle on sort, il y a une prise de conscience quand même plus importante sur le fait qu'en effet, on ne peut pas aller mettre ces données n'importe où, n'importe comment. Une fois encore, sur un certain nombre de services qui font sens. Si demain, vous voulez acheter un pull-over sur un site Internet, je ne suis pas sûr que vous ayez besoin du même niveau de sécurité que si vous mettez vos données pour la santé, pour l'éducation ou pour l'identité numérique. Bien sûr. Alors, Madame Bois-Alonso, justement, on l'a vu dans le baromètre, 69, je reprends les chiffres, 69% des personnes interrogées dans le baromètre déclarent qu'une identité numérique certifiée serait utile pour améliorer la sécurité des transactions en ligne. Donc, vous l'avez souligné, une identité certifiée, c'est évidemment un gage de confiance. Alors, vous êtes porteuse d'un projet, justement, d'identité numérique européenne au niveau de la Commission européenne. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? En quoi est-ce que ça consiste? Et surtout, en quoi est-ce que ça va renforcer la confiance des Européens, il faut parler du cadre européen, donc des Européens justement dans le numérique? Quels sont les éléments qui vont ancrer la confiance? Donc, tout d'abord, c'est un projet qu'on a commencé en octobre 2020 suite à une demande du Conseil européen. Donc, le Conseil européen, c'est les premiers ministres de tous les États membres qui ont demandé à la Commission de venir avant le mois de juin avec une proposition législative sur une identité européenne. Donc le 3 juin, on était là avec notre proposition. Je pense que tout d'abord, il faut clarifier qu'il ne s'agit pas d'une identité européenne différente des identités nationales. Je pense que même si on le voulait, on ne pourrait pas. Les identités, ça appartient aux États membres. Donc, il s'agit plutôt d'une proposition pour que chaque État membre soit obligé de fournir à ses citoyens d'une identité numérique qui puisse être utilisée partout en Europe. Donc, cette possibilité d'usage transfrontalière qui devient très important, en particulier, vous l'avez dit, suite à la situation dans laquelle on se trouve. Suite au Covid, on a dû se digitaliser d'une manière express. Voilà, express. On a des chiffres de l'augmentation des identités numériques en Europe. Ça a été très très fort parce qu'on n'avait pas le choix. Je pense que celui qui a eu vraiment le top, c'est l'Italie. Ça a vraiment ça a explosé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les citoyens se trouvent dans une situation où ils doivent agir de manière transfrontalière, beaucoup plus qu'avant. Avant, parce qu'on a une réglementation eIDAS qui existe déjà, qui facilitait l'usage des identités numériques à travers les frontières, mais qui n'a pas vraiment, je le dis, même si c'est sur ma charge, elle n'a pas été très successful, je sais pas comment dire en français. Elle n'a pas vraiment réussi. Couronnée de succès. Voilà, couronnée de succès, c'est très beau. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les citoyens maintenant utilisent l'identification numérique à travers les frontières.
quelles sont les options que les citoyens ont? Soit leur identité nationale, et on sait que malheureusement, l'usage à travers les frontières ne marche pas très fort. Quelle est l'autre option? Les grandes plateformes, évidemment. C'est très facile quand on essaie d'utiliser un service et qu'on nous demande qu'est-ce que vous préférez? Ceci, c'est là, toutes les plateformes, ou sinon, veuillez remplir toutes ces listes de données personnelles. On choisit ce qui est facile. Ce qui est facile n'est pas nécessairement toujours ce qui est le plus sûr, surtout point de vue de nos données personnelles. Alors, ce qu'on essaie ici, c'est de présenter une alternative qui est sûre. Voilà. Évidemment, si un utilisateur préfère de continuer à utiliser les réseaux sociaux comme moyen d'identification, c'est leur choix. Mais au moins que les États membres puissent offrir un système qu'on puisse utiliser partout en Europe. Alors, il s'agit de ça. Alors, quels sont les éléments qui inspirent la confiance? Pourquoi est-ce qu'on aura plus confiance dans cette identité numérique européenne? Oui, ok. Tout d'abord... Rapidement, s'il vous plaît. Ok, tout d'abord, la privacité, la sécurité et la facilité. Alors, privacité, ce qu'on essaye, c'est un concept des wallets, des portefeuilles numériques, où le citoyen est en contrôle de ses propres données. C'est-à-dire, ça devrait être possible pour moi de savoir ce que je suis toujours en train de transférer en termes de données personnelles et décider si je le fais ou pas. Je vous donne un exemple. Par exemple, je vais acheter de l'alcool online, des bouteilles de vin. On va me demander si je suis majeur. La seule information que ce site a besoin, c'est que je suis majeur. Ce site n'a pas besoin de savoir ni mon nom, ni mon adresse, où j'habite, ni mon genre, même pas ma date de naissance, uniquement que je suis majeur. Donc, ça devrait être possible, d'une manière sûre et certifiée, que je transfère, je suis majeur. C'est tout. Alors ça, c'est l'idée du citoyen de garder en contrôle. Que le citoyen garde la main sur ces informations. Exactement. C'est la privauté. Ça, c'est la privauté. En plus, on demande que, parce qu'il y a toute une série de demandes de respect des privautés, donc à part le fait qu'il faut respecter le règlement des privacités des données, à part le fait qu'on doit être en contrôle de ce qu'on transfère en tant que données, on demande la séparation même structurelle quand il s'agit d'entreprises privées, par exemple, qui vont fournir le portefeuille européen. D'un point de vue technologique? Oui, d'un point de vue technologique, parce que c'est toujours l'État membre, le gouvernement qui est derrière. Il faut que ces entreprises aient une séparation stricte entre les données qui s'utilisent pour fournir les services des portefeuilles et d'autres données qu'ils puissent avoir. Donc, il ne faut jamais mélanger les deux données. Et on demande la séparation structurelle. Aussi pour les fournisseurs des services de confiance qualifiés, qui fournissent un service de confiance, vous pouvez dire en 2 mots, 2-3 exemples de ce que c'est qu'un service de confiance? Alors, par exemple, la signature électronique, c'est un service de confiance, c'est réglementé au niveau européen. On crée avec la nouvelle proposition un nouveau service de confiance qui est celui de fournir des données qui ont un rapport avec les données personnelles. Par exemple, mon titre de droit. C'est un donné, on pourrait demander à fournisseurs de services de confiance de fournir ce type de services et d'avoir tout ça dans le portefeuille. On va demander si vous fournissez ces services, vous devez être certifié au niveau national, surtout si vous êtes qualifié. Et à ce moment-là, on va demander la séparation structurelle. Donc, vous voyez. Et après, on demande pour les fournisseurs de portefeuilles d'être certifiés aussi sur les aspects privacité. C'est-à-dire que ce soit certifié. Donc il y a des labellisations, des certifications aussi qui vont venir verrouiller le dispositif. Sur les aspects privacité. Après, sur les aspects sécurité, c'est qu'on demande, il y a plusieurs niveaux de sécurité. Dans la proposition, nous, on demande que les portefeuilles numériques soient certifiés au niveau élevé, au niveau le plus élevé. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On accepte substantiel, le cas
français par exemple, on va demander élevé. Après, on demande aussi la certification du portefeuille. Et on demande, ça c'est pas requis, mais on dit que les aspects cybersécurité, on va considérer qu'il y a une présomption de respecter les règles de cybersécurité s'ils sont certifiés au niveau européen, parce qu'on a des systèmes de certification de cybersécurité. Donc tout ça, je pense que ça inspire la confiance. Oui, c'est sûr. Il y a certains qui disent que ça va être, voilà, c'est trop. Mais en fait, ce que nous on pense, c'est que c'est ça qui donne un avantage concurrentiel à d'autres services. Donc, on veut quelque chose qui soit facile, mais qui ait ces labels de utilisez ce que vous voulez, mais si vous utilisez ceci, ça va être très sûr. Après, on demande que les grandes plateformes acceptent ces portefeuilles. Et ça, c'est acquis ? Les grandes plateformes vont l'accepter ? Parce que c'est évidemment, pour les citoyens européens, c'est évidemment un sujet très important. On va voir. Cette proposition législative est maintenant en train d'être négociée au Parlement et au Conseil. Et donc, on peut savoir à peu près pour quand ça pourrait voir le jour, cette identité numérique européenne ? C'est très difficile de savoir le temps que le Conseil et le Parlement vont prendre dans leurs négociations. Moi, j'espère que l'année prochaine. On l'aura déjà. Ce qu'on a fait, c'est qu'en parallèle de la proposition législative et des négociations, on a commencé le travail technique. Alors, on le dit après. Voilà. Okay, merci. Olivier Vallée, vous êtes, à la Poste, porteur déjà d'une identité numérique nationale, française, référente. Justement, comment est-ce que... Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et comment vous pensez que ça peut s'intégrer dans le projet européen ? Alors, on a en effet, nous, obtenu le label de niveau substantiel en janvier 2020. Donc, on était les premiers et on est encore les seuls aujourd'hui à avoir cette identité numérique substantielle. Donc, on a déployé cette identité numérique à partir de 2020. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a eu la période de Covid. Donc, on a été amené aussi à revoir notre processus d'enrôlement, puisque pour pouvoir obtenir l'identité numérique substantielle, il y a un moment donné, il faut qu'il y ait un contrôle en face à face qui soit fait. Donc c'est là où on a utilisé, nous, à la fois rendez-vous avec un facteur ou en bureau de poste. Et donc on a rajouté, pendant la période de Covid, puisqu'on ne pouvait plus enrôler des identités numériques, on a rajouté un parcours 100% digital. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité, soit rendez-vous facteur, soit en bureau de poste, soit un parcours 100% digital pour obtenir votre identité numérique. Et là, maintenant, dans la phase de déploiement, donc il faut des usages pour que l'identité numérique puisse être utilisée. Donc là, nous, on travaille beaucoup sur des usages, notamment avec les banques, qui ont énormément de demandes, notamment sur tout ce qui est en relation digitale. Toutes les entreprises qui ont des enjeux de fraude importants, notamment autour de la majorité. Et puis, on a des usages aussi postaux sur lesquels on est en train de travailler. Par exemple, demain, vous pourrez aller retirer votre colis et le faire avec l'identité numérique de façon facile ou faire une réexpédition en ligne. Donc voilà, donc on est en train de travailler sur ces usages. Et nous, bien entendu, on se réjouit de tout ce que je viens d'entendre, puisque c'est exactement dans le sens de ce qui a été créé. Et donc après, s'il faut l'identité numérique élevée, on l'obtiendra. C'est pas une grande différence. Et nous, on peut apporter beaucoup d'expérience et d'attributs pour pouvoir construire ce wallet, puisqu'il n'y a pas que l'identité. Vous l'avez dit, il y a la signature électronique, il y a l'archivage numérique, il y a le coffre-fort, puisqu'il y a un moment donné, il faut aussi que le citoyen puisse stocker, archiver tous les documents qui sont sensibles dans un coffre-fort dans lequel il a confiance. Et il se trouve que voilà, on a, nous, toute cette chaîne de confiance, de l'identité numérique, la signature, l'archivage, le coffre-fort numérique avec une application qui s'appelle Digipost. Donc, nous, on veut travailler en amont pour faire bénéficier de notre expérience, puisque on l'a déjà vécu, apporter éventuellement des attributs et puis participer aussi à la normalisation dont on va avoir besoin, puisque si on veut que ça soit interopérable, il faut qu'il y ait des normes qui soient définies au niveau européen. Et là, je pense que nous, on a beaucoup de choses à apporter. On a même aussi une dernière initiative qu'on a lancée il n'y a pas très longtemps avec la Caisse des dépôts, EDF et puis Engie. On a créé une société qui utilise la technologie blockchain pour la certification de documents. On va en parler juste après, d'ailleurs. Tous ces assets, aujourd'hui, on peut les apporter, partager avec vous, contribuer à la construction de cette normalisation, de manière à ce que ce portefeuille ou ce wallet européen puisse enfin voir jour. Et on en a besoin, puisque aujourd'hui, en effet, nos clients
nous demande aujourd'hui de pouvoir avoir une identité numérique qui soit européenne, transfrontalière, qui est déjà le cas, hein, puisqu'au mois de décembre, nous, on a obtenu la notification européenne avec France Connect. Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut que tout ça soit encore plus interopérable et surtout, il faut qu'il y ait des normes qui soient définies pour la création de ce futur wallet. Et combien y a-t-il de porteurs de l'identité numérique de la Poste en France aujourd'hui ? Alors, à la fin de l'année dernière, on avait passé la barre des 500 000. On va pas, au mois de juin, je pense qu'on aura atteint le million. Il faut vraiment qu'on accélère les usages. Et donc là, on a besoin aussi que l'État français puisse donner une impulsion, notamment avec France Connect Plus. Parce que vous êtes embarqué dans France Connect. Bien sûr, on est derrière France Connect, puisque France Connect est bien entendu le portail. Donc il y a un certain nombre de démarches qui sont déjà dématérialisées, je crois qu'il y en a plus de 900, mais qui ne sont pas de niveau substantiel. Donc il faut aussi maintenant définir des usages de niveau substantiel. Et puis il y a tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, notamment avec les banques dont j'ai cité, où on voit que ça va se déployer en tous les cas massivement. Et si en plus il y a une impulsion européenne, ça devrait partir. Et chaque Français, enfin moi c'est vraiment quand je dis moi, c'est nous, puisque on partage cette conviction au sein du groupe La Poste, chaque Français devrait avoir une identité numérique et un coffre-fort numérique. C'est les deux éléments qui font la chaîne, qui font qu'à un moment donné, vous pouvez avoir une vie numérique en confiance. Voilà, donc on milite, nous, pour ça. Et vous proposez justement ces deux services, c'est des services de confiance. Dans un écosystème d'acteurs privés-publics. On n'a pas non plus la prétention de vouloir tout faire par nous-mêmes, et on participe, nous, à beaucoup de réflexions dans le monde associatif. Il y a l'Alliance de la blockchain française, avec la CNIL, pour contribuer aussi, puisque je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin aussi de fédérer des acteurs privés-publics pour accélérer le déploiement des services de confiance numérique au niveau de l'Europe. Et alors, merci Olivier. Madame Bois-Alonso, pour conclure peut-être cette table ronde, justement, comment est-ce que vous voyez au niveau de l'Union européenne intégrer, enfin Olivier vient d'en parler, hein, ces réalisations d'identité nationale numérique au sein du projet européen? Comment est-ce que vous voyez les intégrer? En fait, l'idée, c'est que on ne puisse pas avoir un portefeuille européen s'il n'y a pas déjà à la base une identité numérique nationale. Donc, soit cette proposition pourrait devenir un portefeuille européen, hein, ça c'est possible. Soit en tout cas, ce qu'on demande, c'est que pour le onboarding, je ne sais pas comment dire. Pour l'enregistrement dans le portefeuille numérique, il faut le lier à l'identité numérique nationale. Donc, on ne peut pas avoir le portefeuille sans une... Donc, je pense que ça peut être vraiment une impulsion aux identités nationales, parce que... Donc, il ne vient pas prendre la place des projets... Non. Enfin, c'est plus que des projets, mais enfin, disons des identités nationales existantes. Soit... ils sont adaptés, et puisque, comme vous l'avez dit, on travaille maintenant sur la normalisation, et ça peut devenir un portefeuille européen. Soit, en tout cas, on ne va jamais dire, vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire, c'est que vos citoyens aiment bien pour le remplacer. Ça, jamais, non. C'est ce qui marche. Mais moyennant quelques ajustements peut-être sur certains paramètres, ça pourra intégrer le projet européen. Voilà, c'est ça. Et donc, en effet, ce qui est très important maintenant, c'est de travailler sur les aspects des normalisations, parce que, vous l'avez bien dit, c'est très important qu'il y ait des standards communs en Europe, pour qu'on puisse utiliser les portefeuilles partout de la même manière, même s'ils sont différents, avec leurs spécificités nationales. Et pour ça, on a besoin de l'industrie, on a besoin des États membres, et c'est ce qu'on fait. En parallèle aux négociations législatives, on travaille déjà avec les experts nationaux pour nous mettre d'accord sur les standards communs et les spécifications techniques. Et là, bientôt, on va d'ailleurs mettre en consultation publique le premier document. Donc ça, c'est vraiment très important de le faire. Et après, les usages, je suis absolument d'accord. S'il n'y a pas d'usage, on ne va pas utiliser le portefeuille numérique. Donc, dans le cadre de ces travaux,
il y a des projets pilotes sur des usages. Et donc, on aura des diplômes, le permis de conduire, des paiements et des tout documents. Ça. Des documents, donc on veut tout ça. Et après, dans le portefeuille, et j'ai fini, mais c'est important, dans la proposition législative, on ne demande pas uniquement aux plateformes d'accepter le portefeuille, mais aussi dans le secteur privé, à tous ces secteurs qui déjà aujourd'hui demandent une authentification forte, d'accepter aussi le portefeuille. Le secteur bancaire, le secteur télécom, toute une série de secteurs. La santé, on a parlé de la santé, les applications santé, bien sûr. Donc, ceux qui déjà utilisent un système fort devraient aussi accepter, si le citoyen veut l'utiliser, le portefeuille. Merci. Oui, Olivier, vous vouliez ajouter quelque chose? Vraiment, deux mots, s'il vous plaît. En deux mots, moi, je ne peux que me réjouir, parce que nous, on voit vraiment ça comme un accélérateur du déploiement de ce fameux wallet. Juste, il faut vraiment qu'on ait un cadre clair, une visibilité sur le long terme, puisqu'on est en train de parler quand même de sujets qui nécessitent des investissements colossaux. Nous, l'identité numérique, on a obtenu le label en 2020, c'est plus de 2 ans d'investissement avec des modèles économiques qui sont quand même compliqués puisque le citoyen n'est pas forcément prêt aujourd'hui à payer pour obtenir son identité numérique. Donc ça veut dire que c'est des investissements importants que seules des grandes entreprises peuvent faire aujourd'hui. Et pour pouvoir aujourd'hui gérer cette pérennité, il faut qu'on ait de la visibilité aussi sur l'Europe et puis sur un cadre qui va s'inscrire dans la durée. Et si on arrive à faire ça, je pense qu'en effet, l'Europe peut reprendre, enfin tous les cas, les citoyens peuvent reprendre leur vie en main pour avoir des services de confiance numérique. Bon. Super. Écoutez, merci pour cette conclusion. On peut vous applaudir absolument. Merci Madame Boalonzo. Merci Olivier Vallet.